un groupe de quatre ateliers, bon, on va les appeler comme ça pour faire simple. Un atelier donc aujourd'hui dédié sur la partie stockage dynamique, un deuxième atelier dans 15 jours, le 15 avril, dédié à la partie logiciel WMS. Ensuite, un troisième atelier qui aura lieu en fin de mois, lui, dédié sur les solutions de kitting. Et enfin, donc ces trois premiers ateliers se tiendront en webinaire, donc en visio, comme celui-ci. Et enfin, on aura un dernier atelier qui, lui, sera dédié aux AGV et aux AMR. Mais ça me dérange un petit peu de le faire en virtuel parce que du coup, je me dis que c'est des objets qui méritent d'être essayés, qui méritent d'être touchés, d'être vus, de voir le comportement routier, si je peux l'appeler ainsi. Donc, du coup, pour l'instant, et sauf contre-ordre, comme on a pu avoir hier, l'idée, c'est quand même de faire cet événement-là en physique, directement sur Rennes, sur la plateforme Excelcar, parce que du coup, c'est une plateforme sur laquelle on a à peu près 3000 m², donc sur laquelle on peut recevoir du public avec des jauges suffisamment intéressantes pour qu'on puisse faire un événement en physique. Donc voilà, je voulais remercier aussi en préambule le pôle achat et supply chain Atlantique, donc Pasca, avec qui du coup qui sont partenaires de cette série d'événements. Puisqu'ils sont du coup, ils sont quand même le pôle référent sur ce sujet-là en Pays de la Loire. Donc Julien Burbon qui est là nous présentera un petit peu les enjeux sur ce sujet-là. Ensuite, on aura du coup la Fondation Amipi, qu'on remercie encore, qui va nous présenter la solution qu'ils ont mise en place, les avantages et inconvénients aussi d'une telle solution, donc avec la solution Cardex. Ensuite, on aura, si tout se passe comme prévu, parce qu'on a quelques difficultés avec Mecalux de connexion, on aura les éléments. Et enfin, on terminera avec un acteur qui est quand même assez reconnu sur ce sujet, qui s'appelle Interroll. Voilà, pour vous faire une présentation un petit peu globale de ce qui se fait en termes de solutions de stockage dynamique. Écoutez, je pense que sans plus tarder, alors juste d'un point de vue pratique, donc je vois que tout le monde a quand même pris maintenant les bons plis, tout le monde a coupé son micro, etc. Donc on est bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat, parce que du coup, c'est vrai que c'est plus facile comme ça pour tout le monde. Mais si vous avez, je dirais, envie de la poser directement, n'hésitez aucunement. Lors de votre inscription, vous avez pu vous inscrire aussi directement pour les prochains ateliers. Donc, si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Vous recevrez les communications directement pour les prochains événements qui ne devraient pas tarder. Ça devrait être dès la semaine prochaine. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans ce parcours et à nous envoyer vos questions, si vous avez des attentes particulières pour tout ce parcours, pour vraiment cette montée en compétence sur 4 ateliers. Voilà, l'idée, c'est qu'on essaye, nous, de coller à vos besoins et du coup, de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des acteurs particuliers que vous souhaitez rencontrer, si vous avez si vous avez des acteurs, que ce soit fournisseurs de solutions en particulier, que vous souhaitez rencontrer et challenger par rapport à d'autres, c'est exactement le lieu pour le faire. Nous, on a notre liste, on a nos listes qui sont déjà exhaustives, mais sait-on jamais, on peut passer à côté de quelque chose. Donc voilà, écoute Julien, si tu es prêt, je te propose de te passer la main pour que tu nous fasses une présentation des enjeux. Voilà, super, je te vois. Je t'entends aussi, donc on est bon. Écoute, si tu veux y aller, je te laisse la main. Hop, donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tout mon écran? Oui, on le voit. Oui, c'est C'est bon? parfait. Ok. Ouais, nickel. Merci. Bon, merci beaucoup. Donc, merci Antoine. Je vais commencer par remercier Deforcare pour nous permettre de co-organiser cet événement et nous avoir pensé à nous, tout simplement. Donc, je m'appelle Julien Burban, je suis chef de projet au PASCA depuis septembre dernier. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui va faire office un peu d'introduction à ce webinaire où je vais tenter de vous exposer la place de la logistique interne dans la supply chain et quels sont les enjeux qui poussent à l'automatiser. Donc voilà un peu l'idée de mon intervention. Donc pour commencer, je vais vous faire une rapide présentation du PASCA. Donc le PASCA, le pôle achat supply chain Atlantique, on est une association qui compte une soixantaine de membres actuellement. Donc on peut compter des grands industriels comme par exemple Naval Group et les chantiers de l'Atlantique, puisque nous sommes basés à Saint-Nazaire.
On compte également des établissements de recherche et des établissements de formation comme l'ICAM ou l'Université de Nantes parmi nos membres, des logisticiens comme IDEA ou alors des startups du numérique, des apporteurs de solutions comme Ecobot, Cosling ou Pilgrim ou Neoditech, par exemple. Donc, pardon, je crois qu'il y a un micro qui n'est pas coupé, j'entends quelqu'un. Ah, c'est toi. Hop, pardon. Hop. Donc, pour continuer, l'objectif du PASCA, c'est d'aider les acteurs du territoire des Pays de Loire à développer des projets autour de la supply chain. Et pour ça, on a plusieurs types d'actions possibles. La première, c'est participer à des projets de recherche et d'innovation, donc notamment par exemple en mettant en relation des doctorants et des entreprises pour faire du tutorat sur certaines thèses. On peut aussi mettre en place des projets, comme en ce moment, il y a la construction d'un projet sur la synchronisation des flux sur le territoire. Le deuxième type d'action que nous mettons en place, c'est le développement de compétences, avec par exemple l'ouverture d'un Master 2 dédié au management des supply chains innovantes en septembre dernier, qui s'est mis en place en collaboration avec l'UT de Saint-Nazaire. On fait de l'animation de réseau et de la promotion de filière également, donc à travers des webinaires ou de l'animation de groupes de travail. Et pour finir, on fait de la coordination de projet, donc c'est ce qui s'apparente à de l'accompagnement d'entreprise, qu'on va venir aider à monter des dossiers de financement, élaborer des cahiers des charges ou prendre le rôle du chef de projet de A à Z sur un projet en particulier, comme par exemple pour les transports de Woo actuellement, que nous aidons nous les aidons à mettre en place un logiciel d'intelligence artificielle pour optimiser leur activité d'exploitation de transport. Donc maintenant, je vais rentrer dans le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc la supply chain et l'intralogistique ou logistique interne. Donc je sais qu'on a probablement pas mal d'experts métiers parmi nous, mais ça me paraissait assez important de refaire un petit point sur les définitions. Donc qu'est-ce que la supply chain et quelle place occupe la logistique interne là-dedans. Donc, la supply chain, c'est l'ensemble des opérations de gestion des flux qui circulent à l'intérieur d'une entreprise et entre l'entreprise et son environnement. Donc, autrement dit, c'est l'ensemble des flux d'informations, des flux physiques et des flux financiers qui circulent autour d'une entreprise. Donc, piloter la supply chain, c'est s'assurer en fait que les moyens, les méthodes et les outils sont les plus efficaces possibles pour répondre aux objectifs de l'entreprise, qui est souvent de livrer son client dans les meilleures conditions de qualité et de service. Dans cette définition de la supply chain, on retrouve évidemment la fameuse logistique interne qui se situe en fait dans la gestion des flux qui vont être internes à l'entreprise. Maintenant, j'aimerais vous parler des différents enjeux. Donc, pourquoi automatiser la logistique interne? On peut retrouver 4 réels intérêts à cette automatisation. Le premier, ça va être densifier le stockage pour gagner en productivité. Donc, derrière cette phrase, se cache en fait la question comment faire plus avec autant d'espace. Elle peut répondre notamment à des problématiques de zones urbaines, par exemple les entrepôts qui vont se situer en zone urbaine qui ne sont pas extensibles à l'infini, où il va falloir trouver des solutions pour les optimiser davantage. Ça peut également répondre à des notions plus écologiques, c'est ne pas bétonner sans raison de nouvelles surfaces sans avoir optimisé celles qui existent. On peut également parler d'enjeux au niveau de l'amélioration de la qualité de service. Plus on va être automatisé, plus on va supprimer les erreurs de picking et plus on va répondre potentiellement vite à la demande des clients. On va aussi pouvoir réduire la pénibilité du travail et gagner en sécurité. Donc là, je vais vous parler de technologies qui ne sont pas forcément rattachées à ce webinaire, mais la cobotique et les exosquelettes, par exemple, font ça très bien. Et quand on parle de stockage dynamique, on peut penser, par exemple, à la mise en place, l'aménagement de postes, penser pour être ergonomique en amont quand on vient créer en fait, les projets d'installation de ces différentes technologies. Et pour finir dans les enjeux, donc on peut aussi trouver un enjeu dans l'optimisation du traitement de certaines opérations, puisque forcément mettre en place des technologies, ça veut aussi dire avoir des technologies qui vont pouvoir, par exemple, planifier les expéditions des commandes critiques en priorité, ou alors faire le choix de certains conditionnements pour optimiser l'espace de stockage et ne pas, par exemple, envoyer des cartons avec un produit et du vide partout autour.
Ensuite, alors j'aimerais vous présenter quelque chose qui est très très académique. Donc, il s'agit en fait des résultats d'une étude académique qui a été menée en Allemagne, donc qui est très récente, qui date de janvier 2021. Le but de cette étude, c'était de faire un point sur le niveau de maturité des technologies de la logistique interne. Donc, ce qu'il en ressort, c'est d'abord que la tendance actuellement, elle est vraiment à l'automatisation de ces processus, notamment dans un but de réduire les erreurs, mais aussi par manque de personnel qualifié, qui est une des principales raisons qui poussent les entreprises à automatiser aujourd'hui. Et d'après les recherches menées durant cette étude, on se rend compte que les technologies actuelles qui existent déjà sur le marché remplacent très bien l'homme dans tout ce qui va être processus physique. Donc on parle de transport, de stockage ou de préparation de commandes. Par contre, l'homme garde encore largement la main sur tous les processus de contrôle, donc ce qui va être coordination entre les équipements, ordonnancement des ordres de fabrication et faire les plannings ressources. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus parlant peut-être pour tout le monde. Donc ici, j'aimerais vous présenter une vue d'ensemble des dispositifs de stockage qui existent dans la logistique interne, qui est évidemment pas exhaustif, mais qui est déjà assez complète. Ils sont classés ici donc, par niveau de performance et par densité. Donc le niveau de performance, ça va être le temps nécessaire pour accéder à une référence voulue dans le moyen en question, et la densité, ça va être la place que le moyen en question occupe dans l'entrepôt. Donc si on prend par exemple un rack de stockage basique, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très peu performant et peu dense. Ça s'explique par le fait qu'évidemment, on est obligé de laisser beaucoup d'espace entre chaque étagère pour laisser passer des engins de manutention. Donc, ça le rend moins dense que certaines autres technologies qui sont présentes sur ce graphique. Et en termes de performance, si on veut descendre une palette qui est stockée tout en haut du rack, évidemment, ça demande de faire appel à un engin de manutention, à un opérateur, et c'est beaucoup plus long que certaines autres technologies présentées ici. Comme par exemple le One Level Shuttle, si on prend l'opposé, qui est quant à lui assez dense, puisqu'on va pouvoir réduire les allées au maximum et stocker sur de très grandes hauteurs pour laisser passer uniquement un robot qui va venir faire récupérer les références, et qui va servir l'opérateur directement à son poste de picking, donc quelque chose de très performant et qui agit même en temps masqué par rapport au travail de l'opérateur. On se rend compte ici qu'il existe vraiment une grande combinaison de technologies différentes en termes de performance et de densité. L'idée ici, ça va vraiment être de s'adapter aux besoins de chaque entreprise en fonction de si elle a besoin vraiment de densifier son stockage ou d'être performante, et aussi de s'adapter au niveau d'investissement voulu par l'entreprise et au ROI qu'elle va souhaiter avoir, puisque bien évidemment, plus on va aller sur des technologies performantes en termes de densité et de performance, plus les niveaux d'investissement vont être élevés. Pour finir ma petite introduction, j'aimerais vous présenter quelques chiffres, donc d'abord nationaux et internationaux. Donc internationaux, on va encore se baser sur une étude allemande, les Allemands qui sont vraiment très précurseurs sur tout ce qui va être robotique et système automatisé. C'est une étude qui a été menée sur 105 entreprises en 2018 et qui a donc dégagé un certain nombre de tendances sur les investissements que voulaient réaliser ces entreprises dans les années à venir. Ce qui ressort principalement, c'est que les entreprises allemandes aimeraient investir plus dans les robots collaboratifs, donc les cobots, le Pick by Robot et les AGV qui font l'office d'un atelier d'idées Forcare dans le mois prochain, comme vous a expliqué Antoine tout à l'heure. Et on retrouve évidemment quelques technologies dont j'ai parlé, comme les 3D Shuttle System. En France, on a à peu près le même genre d'études, mais qui date d'il y a un peu plus longtemps et qui est un peu moins détaillée. Donc, une étude de 2016 du Haut Commissariat au développement durable, qui avait été réalisée sur 1700 entrepôts logistiques, et où les chiffres nous montraient que seuls 5% des entrepôts logistiques réalisent au moins une opération logistique à partir d'un système entièrement automatisé. Donc, ça reste extrêmement peu. 37% qui réalisent des opérations automatisées sous contrôle d'un opérateur humain et 61% qui restent au tout manuel, donc rien d'automatisé. Malgré tout, durant l'année 2016, 59% de ces entreprises déclaraient avoir mis un nouvel équipement en place qui allait dans le sens de l'automatisation, ce qui veut aussi dire qu'on est sur la bonne voie pour automatiser.
Et pour finir, j'aimerais donc zoomer un tout petit peu plus. Donc, au niveau régional, cette fois-ci, je veux vous présenter donc, les résultats d'une enquête qui a été menée par le PASCA en février 2021, donc vraiment tout récent. Sur 170 répondants et 85% de PME ou de TI industriels, on a eu comme réponse que 40% souhaitaient déployer de nouvelles technologies dans leurs projets stratégiques d'entreprise. Et dans ces entreprises, 50% considéraient que ces projets-là devaient se faire autour du stockage et de l'entreposage. Donc, pour plus de 60% des répondants, la maîtrise des flux était une priorité absolue. Et quand on leur posait la question de quelle technologie disposez-vous déjà au sein de vos activités logistiques, seuls 23% des répondants disaient déjà posséder un système automatisé, donc robot, cobot, drone, AGV ou système de stockage automatisé. Ce qui est 4 fois moins important, par exemple, que des entreprises qui disaient posséder des outils et engins de manutention, ou 3 fois moins important que des entreprises qui disaient posséder déjà un logiciel de gestion intégré comme un WMS pour les entrepôts. Tout ça pour dire que ça met un peu en perspective le travail qui reste à faire sur ces domaines et donc potentiellement les projets qui peuvent être à déployer au niveau régional auprès de différentes entreprises. Donc merci pour votre attention. Je remercie encore ID Forcare pour nous avoir permis de participer. Et puis je rends la main à Antoine pour la suite des présentations. Écoute, merci du coup Julien pour cette présentation du coup un peu plus globale que ce que le projet, enfin du coup ce que tu as dit en préambule, hein, mais que le sujet d'aujourd'hui. Mais du coup c'était intéressant qu'on fasse ce petit point global sur les enjeux et enfin les technos, etc. Pour planter un peu le décor de ces quatre ateliers, on va les appeler ainsi. Et donc voilà. Donc là je vous propose du coup qu'on découvre maintenant les solutions qui ont été mises en place chez la Fondation Amipi. Alors du coup, Xavier, du coup, tu es là, tu as la main normalement. Est-ce que tu veux présenter, du coup, tu peux passer tes slides si tu veux directement. Alors, je sais pas. Bonjour. Tu veux que je le fasse? Je les ai, hein, mais... Ouais, vous lancez le slide, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Ouais, c'est bon. Hop. Vous. Alors attends, parce que du coup, j'étais parti pour te répondre, mais je les ai là. Hop, ne bougez pas. Tac. Je le fais. Attends, parce que du coup, attends. c'est le choix de la technique avec ce truc. Je voudrais bien le mettre ici, s'il vous plaît, madame. Voilà. Et ça, je le vire un peu. Je sais pas. Et ensuite, je le partage. Là, je partage quel écran? Celui-là. Et voilà. Normalement, vous voyez ce que je vois. Ok, super, merci. Voilà, super. Bah, tu me dis quand je passe les slides et puis on va réussir à avancer comme ça. Bonjour à tous. Donc, nous sommes la Fondation Amipi Bernard Vendre. Nous travaillons dans le secteur automobile. Oui, déjà, je me présente. Oui. Xavier Dessins, donc responsable logistique de la Fondation Amipi Bernard Vendre, et Stéphane Gilbert, directeur produit de la Fondation. Bonjour à tous. Je cherche mon truc. Comme une fondation d'intérêt public, dont le but est de faire de l'insertion de personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous fournissons des faisceaux électriques aux principaux constructeurs automobiles, qui sont Renault et PSA, au travers de 6 usines qui sont principalement dans le Grand Ouest. 6 usines, Cholet, Angers, Le Mans, Blois, Tours et Nantes. Nantes qui a la particularité de comporter 2 usines, une usine de montage, d'assemblage de faisceaux et une usine de coupe qui va couper les fils pour assembler ces faisceaux et les distribuer à toutes les usines. Donc, pour faire un rapide présentation de la fondation, pour se dire 65, on est à peu près 900 personnes maintenant. On a 8% d'encadrement et on vend un peu plus de 8 millions de faisceaux par an. Voilà. Donc, on peut passer le slide, s'il te plaît. Voilà.
Donc, on fabrique des faisceaux pour apprendre, toujours dans le but de réinsérer les personnes dans des entreprises classiques au travers de la fabrication de faisceaux et des tâches répétitives. Donc, on fournit plusieurs types de faisceaux, comme on peut le voir là, sur le slide, faisceaux planches de bord, des faisceaux clairage de plaques, des petits faisceaux pour des petits et des moyens, des grands. Là. J'avance. Avance. Ouais, avance. Et donc, rapidement, avant d'arriver sur le Cardex, notre modèle est fondé sur 3 piliers. On a des apprentissages qui sont basés sur des fondements scientifiques. Et le but, c'est de développer le cerveau des personnels qui nous sont confiés. Hein. Donc, ce sont des personnels qui sont en situation de handicap et principalement cognitifs, hein, avec des déficits cognitifs de différentes natures. Donc, le but est de remettre en fonctionnement le cerveau, de créer de nouvelles synapses et que ces personnes progressent par le biais du travail principalement manuel. Et donc, on a des réussites. Hein, les personnes progressent vraiment très rapidement. Et le but ensuite, hein, c'est la deuxième étape, c'est un 2-3 insertion, c'est que ces personnes-là nous quittent et on les accompagne, mais trouvent un nouveau CDI dans le cadre d'une entreprise complètement normale et effectuent des différentes des tâches comme elles peuvent faire chez nous, hein, soit du travail en ligne de production, mais aussi en logistique. Et ça ouvre aussi à d'autres métiers, puisque des personnes sont parties dans la grande distribution ou sur des plateformes de déchetterie. Enfin, voilà, c'est complètement diversifié. Le fait de passer dans nos ateliers les aide à gagner en comportement et puis les aide aussi à développer leur capacité propre. Et puis, nous sommes dans un environnement qui est complètement industriel et c'est celui du secteur de l'automobile. Voilà, tu peux passer, Antoine. Alors, pourquoi nous sommes lancés dans l'achat d'un stocker grande hauteur? Donc, on va prendre la deuxième partie là, du slide qui est les origines du projet. Donc, on a décidé il y a environ un peu plus de 3 ans de créer une nouvelle usine sur Nantes et de regrouper 2 usines existantes qui étaient basées à Carquefou. Donc, on s'est lancé dans la construction de ce nouvel outil industriel en regroupant sur un même site les deux anciens sites. Donc, on a, comme le disait Xavier, une usine de montage et l'usine de coupe. Cette usine de coupe distribue l'ensemble de nos usines de montage. Et nous en avons profité pour moderniser notre logistique avec un double but. C'est d'abord de disposer d'un outil moderne pour permettre l'apprentissage de nos opérateurs et les ouvrir à une nouvelle technologie, toujours dans le but de faciliter l'insertion. Et puis, forcément aussi un but économique, hein, qui était de réduire la surface de nos zones de stockage afin d'augmenter les surfaces de production. Alors, la description rapide de l'installation que nous avons acquis, c'est un stocker grande hauteur qui est composé de 5 modules de stockage DLR35 hein, de Cardex. Les 5 modules sont rattachés par un convoyeur de marque Sioux. Et nous pouvons stocker 8000 bacs dans ces 5 modules. Ce sont des bacs internes hein, qui font la boucle entre notre usine de coupe et nos usines de montage. Ce sont des bacs de 600, 400 par 200 et ce sont des modèles uniques. On ne stocke qu'un seul type de bac dans ce Cardex. Et nous stockons les fils coupés, fabriqués par la coupe, avant livraison dans les usines de montage. Tu peux passer. Antoine, tu peux passer. Ouais. Donc là, on voit le Cardex proprement dit, avec son convoyeur et les 5 modules Cardex. Donc la surface au sol des 5 modules, ça fait à peu près 125 mètres carrés et la surface totale avec le convoyeur, on est autour de 210 mètres carrés. L'interfaçage n'a pas été complètement facile, mais j'ai peut-être un peu vite. Un petit
tu peux peut-être passer, Antoine, s'il te plaît, pour voir. Donc, on peut voir les flux avant et après. Donc, en usine de production, on a toujours un encours d'OF de 5 jours pour que les usines puissent continuer à plus produire. Ce qui est intéressant à voir, c'est la réduction du magasin des matières premières en usine. En usine, on est passé de 5 à 20 jours de stock pour une surface de 120 mètres carrés, juste au niveau des fils coupés. Et on est passé de 0 à 2 jours pour une surface autour de 20 mètres carrés. Maintenant, du coup, le stockage a été déplacé dans le Cardex et ça a changé aussi de paradigme un peu au niveau des commandes passées par les usines au site de coupe. Ouais, précédemment, donc, les usines de montage, donc nos 6 usines commandaient au site de coupe, hein, qu'on peut considérer comme un fournisseur, hein, à part entière, commandaient avec des 4 semaines avec une vision à 4 semaines sur les fermes, plus les prévisionnels. Et ces commandes étaient basées sur les prévisions de vente client et étaient donc déconnectées des engagements en production. Donc, ce que nous a permis du Cardex, c'est de réduire déjà les commandes fermes et l'horizon, le lead time. Donc, on est passé à 2 semaines, ce qui permet plus de souplesse quand même dans les modifications. Et ces commandes sont basées directement sur l'ordonnancement de production. Donc, il y a un lien direct entre les commandes et la production, ce qui n'était pas le cas précédemment. L'autre modification, c'était que les livraisons vers les sites de montage étaient effectuées dès que la fabrication à la coupe était réalisée, sans tenir compte forcément du délai demandé par l'usine. Donc, on gérait très régulièrement des situations d'avance ou de retard, alors que désormais, les livraisons se font uniquement basées sur les commandes passées par le montage, à savoir que le site de coupe ne livre que la quantité demandée et au jour demandé. Donc voilà pour les écarts de flux. Alors deux usines sont actuellement intégrées là, à ce nouveau flux en gestion Cardex. Alors, les gains que nous avons déjà constatés, donc c'est déjà une diminution de la surface de stockage sur les sites de montage, hein, d'environ 80%. On est passé de 120 à 20 mètres carrés, comme on l'a vu précédemment. On vise un gain de 500 mètres carrés et donc un gain d'environ 5% de surface productive, ce qui n'est pas négligeable. Et là, ces 500 mètres carrés prennent en compte l'emprise au sol du Cardex et du convoyeur. On a aussi eu un gain économique et un gain en flexibilité avec le rapprochement du magasin coupe à proximité de la production, car précédemment, ce magasin était aussi externalisé. Donc, le fait de les mettre côte à côte, on a rapproché les secteurs. On a aussi gagné en flexibilité dans l'organisation de la production sur le site de coupe. La coupe est désormais complètement indépendante sur le lissage de sa charge et joue sur les niveaux de stock pour engager sa production, alors qu'avant, leur production était attachée aux commandes passées par les sites de montage. On a gagné aussi donc en une livraison qui est au juste nécessaire en quantité et délai. La production de montage tire les approvisionnements de fil. Et puis une amélioration du taux de service du site de coupe et une précision dans les livraisons. Voilà, ok Antoine. Donc le retour d'expérience, c'est que ça a été quand même assez compliqué au tout départ. Les interfaçages entre les automates du Cardex et Sioux n'étaient pas forcément faits. Donc on a un petit peu essuyé les plates. C'était une première, il me semble, européenne. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est une première où Cardex installait 5 modules rattachés à un convoyeur Sioux. Voilà, c'est la première fois que c'était aussi gros. Et donc on a un petit peu essuyé quelques plâtres. On a profondément revu la nouvelle gestion des flux avec notre ERP. Et on est toujours en train de modifier, d'optimiser ces données-là. Ce qui a forcément demandé de l'informatique et du développement informatique assez conséquent.
accompagnement aussi des équipes pour s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement, à, à la production, en montage. Il y a il y a l'adaptation du changement à faire, de la conduite de changement. Et par contre, il y a eu un fort impact sur le fonctionnement également de la coupe, ce qui a quasiment tout changé. Pour l'instant, il y a encore les deux modes qui sont en fonctionnement. Et au fur et à mesure, on passe les usines avec ce nouveau mode. Et voilà, on est plutôt quand même content de ce changement. Je dirais d'autant plus que vous travaillez avec des. Enfin, je me permets d'intervenir, mais sur la partie, avec des travailleurs en situation de handicap. Et malgré ça, enfin, finalement, vous en tirez un retour quand même positif. Il n'y a pas de difficulté particulière à intégrer ce genre d'équipement. Non, Voilà. tout à fait. Ouais. On a donc forcément des interfaces homme-machine pour gérer les entrées et les sorties. Donc là, nos opérateurs se sont parfaitement bien habitués à ces IHM et sont, on peut le dire, ils sont autonomes sur la gestion du Cardex. Ouais. Et en termes de durée du coup de ce projet-là, pour remettre ça en place, Tu vois, on est encore dedans. Il y a eu ça remonte à 3 ans, donc il y a eu l'installation physique du matériel, plus la partie, on va dire, de déverminage dont parlait Xavier, qui a duré une bonne année quand même. Et ensuite, on a commencé à intégrer ce nouveau mode de gestion dans notre ERP. Là, on s'est aperçu que les développements informatiques étaient vraiment conséquents et l'introduction de ce stock entraînait plus de modifications qu'attendu, enfin ce qu'on pensait à l'origine. En fin de compte, le stock était dans nos usines de montage, c'est comme si on l'avait mis chez un fournisseur. Et ça nous a obligés à repenser fortement la façon dont les approvisionnements se passent et la façon dont on réalise l'ordonnancement sur le site de coupe. Là, il y a eu un gros travail avec les équipes en termes de développement d'un cahier des charges fonctionnelles. Mais on l'a fait après coup, après l'achat du matériel. Il aurait certainement été opportun de le faire pendant ou avant. Donc, tout un travail de cahier des charges fonctionnelles, réfléchir à la façon dont on allait intégrer le Cardex dans notre ERP. Et après, toute la partie développement informatique, test des développements, et puis des allers-retours pour s'ajuster, pour que le fonctionnement soit correct. Donc là, on en est à 2 usines. Il nous en reste 4 encore à développer, à intégrer. Et on a encore du développement informatique qui est lié à l'ordonnancement de la coupe. Donc, je pense qu'on a encore pour 1 an de projet avant que l'ensemble de la fondation soit passé sous mode Cardex. Donc là, c'est un projet qui est parti pour durer 4 ans. Ouais, quand même, c'est quand même. C'est quand même. Enfin, en même temps, c'est un gros sujet chez vous, mais c'est quand même impactant. Mais en même temps, vous mutualisez les stocks, les stocks et les magasins de 5 sites, de 5 ou 6 là, pour tout recentraliser sur un. Et du coup, regagner les mètres carrés sur les autres surfaces, etc. Donc, je pense qu'on a aussi une particularité, c'est que le stock, on a fait un déport de stock. C'est comme si on l'avait envoyé chez un de nos fournisseurs en fin de compte. Faut penser ça comme ça. Alors, la coupe était un fournisseur de nos sites de montage. Et c'est forcément plus compliqué qu'une seule usine où le stock est à plat se trouve mis verticalement. On a des problématiques qui est différente, si tu veux. Cet aspect de relation client-fournisseur change tout au niveau de l'ERP. Ça change vraiment tout. C'est pas simplement un stock qui est à plat qu'on monte. Et je pense que la difficulté, le temps de développement est lié à cet aspect-là. Très bien. Ok. J'allais passer à la slide suivante, mais du coup, je vois qu'on arrive au bout. Écoute, merci du coup, merci à vous deux du coup pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat. Je crois qu'on a déjà répondu à celle de Monsieur Merceron.
Voilà, je ne sais pas. C'est toujours un moment, un passage à vide. C'est toujours perturbant. Mais du coup, non, après, en termes d'utilisation au quotidien, ça va, ça reste assez simple. En termes de maintenance, ça reste assez simple. Il y a pas de, quand vous êtes pas, est-ce que vous avez été obligé de dédoubler tous les équipements pour assurer, comment dire, des problèmes potentiels de maintenance? Est-ce que ça, Alors, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des, enfin, ouais, enfin, il y a des entreprises qui dédoublent leur stock pour assurer le fait en cas de pépin, quoi. d'accord. Non, 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 au niveau fonctionnement physique, ça se passe bien. On a un contrat de maintenance avec Cardex. On finalise celui avec Siouche. On commence Ouais. à en reprendre de la maintenance préventive à notre compte aussi sur le matériel. Mhm. Euh, et donc, Ouais. En termes de, En termes de en termes de fiabilité, fiabilité, si, pas compris. oui, voilà, en euh, termes de fiabilité, non, non, on n'a pas de Ouais. souci particulier. Enfin, non, non, on n'a pas de souci particulier. C'est d'autant plus important que ça fonctionne bien, puisqu'on a vraiment tendu notre boucle, hein, en descendant quasiment à zéro stock en usine de montage. Il est important que les livraisons se fassent en temps et en heure, hein. Ouais. À Axius, on a un contrat d'intervention dans les 24 heures, donc c'est plutôt rassurant. Voilà. en sachant que les usines ont un D'accord. stock. Non, En termes, en termes de coûts, tu peux nous préciser l'envergure du projet Je ou pas? je n'étais pas à l'origine du projet, j'aurais peur de raconter des bêtises. Je peux donner une fourchette, je pense qu'on est autour entre 700 et 1 million, je pense. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'espère que tout va se passer comme prévu maintenant. Alors, du coup, il faut que je quitte le partage. Alors, mettre en pause le partage. Non, je vais arrêter le partage même d'ailleurs. On va faire ça comme ça. Et je ne sais pas si, du coup, Monsieur Vedi nous entend. Moi, je le vois. Tac. Oui, visiblement, le micro s'ouvre. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Bonjour à Formidable. tous. Alors, bonjour. Euh, Tac. Alors, du coup, je vous laisse vous présenter et vous me dites par quel doc je commence, du coup, puisque c'est moi qui vous fais le diaporama. Je vais vous présenter déjà un petit peu Mecalux. Donc, Mecalux est un Voilà. fabricant de rayonnage qui est Oui. présent dans plus de 70 pays dans le monde. C'est une société effectivement à l'origine qui était catalane. Et donc, au niveau de la structure française, donc le siège est à Vissou, dans le 91. Et nous avons des agences un petit peu partout sur le territoire. En France, on doit être aux alentours de 200 personnes à peu près. Ok. Moi, je suis basé sur Rennes. Et effectivement, je fais une partie donc, de la Bretagne et je vends certains types de produits. Donc, tout ce qui est effectivement rayonnage de stockage, les armoires vestiaires, les plateformes, tout ce qui est stockage de palettes et de picking. Et notamment, effectivement, aujourd'hui, vous nous avez demandé d'intervenir sur une partie effectivement de picking dynamique. Yes. Donc, sur le picking dynamique, en fait, il existe, selon type de produit à stocker, Alors, différents rayonnages. je vais partager vite fait quelque chose. Attends, je vais partager mon écran sur ce sujet-là. C'est celui-là, l'écran. Normalement, vous le voyez. Tac. Ouais, c'est bon. Donc là, nous sommes sur effectivement le picking dynamique pour colis. Donc colis, donc ce soit des cartons, soit effectivement des systèmes de bacs ou de plateaux pour mettre effectivement des produits vrac. Le principe, c'est que vous avez un système de mini-rail qui vient avec une pente. Vous le chargez d'un côté. En général, c'est surtout pour faire du FIFO, de la préparation de commande. Vous chargez d'un côté et vous réceptionnez effectivement de l'autre. Donc après, on peut concevoir, selon le gabarit des produits, plus ou moins de profondeur et des charges effectivement différentes en fonction du colis. On peut intégrer en bout effectivement des rayonnages aussi un système de convoyage qui peut effectivement, si vous avez des préparateurs qui font de la préparation de commandes, qui font du picking sur ces rayonnages-là, qui assemblent effectivement leurs commandes,
Et après, effectivement, le fait d'avoir un convoyeur, ça permet effectivement de dispatcher la commande avant l'expédition. Ok. Donc, ouais, donc là, pour le coup, on est sur un système purement mécanique. Tout à fait. Voilà. Ouais. Okay. Là, en fait, le principe, c'est que vous chargez votre rayonnage. Alors, ça permet d'avoir une multitude de références et surtout d'avoir un point de cross-docking ou de consolidation de vos commandes, par exemple. Alors, ce système-là, il peut être uniquement sur des rayonnages indépendants, comme vous avez effectivement, mais aussi on peut l'intégrer sous des stockages de palettes. Donc, on peut avoir un pelletier sur les niveaux supérieurs où vous stockez votre produit en masse et effectivement redescendre après vos colis pour pouvoir faire de la préparation en simple ou double profondeur. Parce que ce système-là, vous pouvez effectivement le gérer en FIFO, mais j'ai certains clients aussi qui font de la préparation de commandes en LIFO, c'est-à-dire qu'ils chargent et ils ont besoin de 3 références ou 4 références. Il n'y a pas forcément une date particulière sur les colis à prendre. Donc, ils font leur préparation. L'avantage, c'est que le colis revient systématiquement en façade. Donc, vous faites votre picking toujours en façade. La personne n'est pas obligée effectivement de tendre le bras sur une certaine profondeur pour pouvoir obtenir le colis. D'accord. Donc, on s'adapte effectivement selon le type de charge. C'est-à-dire qu'en fait, le système de mini-rail, selon le carton ou effectivement les plateaux, les colis, on adapte plus ou moins le nombre de mini-rails. D'accord. Comme après, du coup, il y a plusieurs options qu'on peut intégrer du coup directement dessus. Je ne sais pas si c'est cette page-là qu'il vous faut. Celle-ci, effectivement, c'est le principe, effectivement, soit vue de façade, soit effectivement la coupe, où on peut multiplier le nombre de niveaux, selon effectivement les dimensions des colis. C'est réglable tous les 5 cm, donc on met le nombre de nappes, sachant quand même qu'il y a une tolérance, c'est qu'en fait, en général, on ne vient pas charger un colis au-delà d'1,60 m. Pour une question d'ergonomie, les colis peuvent être relativement lourds, donc au-delà d'1,60 m, on ne fait pas de picking dynamique comme ça. Donc, après, selon les hauteurs de colis, selon les longueurs, effectivement, on adapte les longueurs de modules. On met plus ou moins de colis, comme vous voyez effectivement sur les documents que vous avez en visu. D'accord. Donc, finalement, ça, c'est une solution qu'on peut coupler, j'imagine, quand même, avec du stockage palette ou autre classique au-dessus. Mais ça, c'est la solution qu'on va avoir en basse couche, finalement, de notre surface de effectivement. Ouais. Donc, vous intégrez effectivement ce type de rayonnage. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs d'application sur lesquels c'est plus pertinent? Des cas d'usage, en tout cas, vous avez peut-être Il y a vraiment, ça peut être aussi bien effectivement le secteur pharmaceutique, mais ça peut être, là, j'ai un projet effectivement sur une société qui fait des produits d'hygiène et ils intègrent effectivement ce type-là dans leur préparation, dans leur cycle de préparation de commandes selon les références. Alors, ça a quand même une contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire des nappes de 1,50 m jusqu'à 4 ou 5 mètres de profondeur, mais il faut quand même avoir les volumes des produits pour alimenter cette profondeur-là. Donc, en fait, c'est surtout sur les produits qui tournent beaucoup, qui ont un turnover important. Si effectivement, vous avez des produits que vous allez stocker plusieurs mois dans votre magasin, ça n'a pas d'intérêt si vous n'avez pas de volume conséquent sur ce type de produit. Donc, en fait, souvent, ça peut être un mix. On intègre en fait ce rayonnage-là sur les produits qui tournent, les produits ABC. Et effectivement, en bout, on vient mettre effectivement du rayonnage statique pour les produits plus faible rotation. Okay. D'accord, après c'est des exemples du coup. Est-ce que vous voulez que je passe du coup sur l'autre, la partie palette? Oui, on peut passer effectivement. Donc, en dehors effectivement du rayonnage pour picking dynamique, il existe effectivement un système de picking pour palette, du dynamique pour palette, pardon. Donc, ce principe, effectivement, c'est toujours du gravitaire, c'est-à-dire que vous chargez d'un côté, vous pouvez réceptionner de l'autre si on fait vraiment du FIFO. On peut aussi l'utiliser en pushback, c'est-à-dire qu'en fait, accumuler des palettes en profondeur. Là, on est plutôt limité quand même, on peut être à 5-6 palettes parce qu'effectivement, après, il faut les réceptionner. Ce système-là a quand même des contraintes, c'est-à-dire qu'en fait, on doit partir sur un gabarit de palettes qui se tient. C'est-à-dire que soit on part sur des palettes effectivement 80-120, 1000 par 1200 ou 1200-1200, de palettes bois mais type Europalette, ou
de la palette plastique, mais effectivement équipée de semelles et non des plots, et effectivement éviter les conteneurs. Les conteneurs sur pied, évidemment, là, le but, c'est quand même que votre palette puisse descendre d'elle-même en gravité. Si vous avez une palette mal finie, un conteneur sur pied, où effectivement il y a des contraintes sur l'état des palettes ou les films, il ne faut pas effectivement que votre produit puisse rester bloqué au milieu de la nappe. Donc, on peut accumuler sur ce système-là 25 palettes si vous voulez en profondeur. Il faudra quand même tenir compte de la hauteur du bâtiment et on est à peu près sur une pente entre 4 et 5%. Donc, il faut effectivement, en bout de chargement, il ne faut pas que le liot, par rapport à la hauteur du bâtiment ou la levée du chariot élévateur, qui a à prendre en compte aussi, évidemment, on puisse effectivement toujours avoir une utilité ou un chargement sur ce système. Ok, donc finalement, ce système-là s'adresse peut-être plutôt à des producteurs qui, eux, vont stocker leurs éléments avant envoi, plutôt qu'en réception de colis qui, eux, peuvent être de taille complètement différente. Ça dépend vraiment de l'activité. Ouais, ça peut être aussi bien en réception, ça dépend effectivement du colisage de vos fournisseurs, de la matière première que vous pouvez recevoir, ou ça peut être effectivement une expédition, mais je vous dis, il faut quand même comme un gabarit de palettes bien normalisé. Et après, au niveau du poids, ce n'est pas un souci, on peut avoir des palettes jusqu'à 1,5 tonne. Donc, alors, il y a comme une autre contrainte, c'est qu'en fait, il est difficile de mixer des poids de palettes différents. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec une palette 80-120 qui fait 300 kg, il est difficile effectivement de faire genre une zone de préparation pour une tournée d'un camion et mixer avec des palettes qui vont faire 1,2 tonne. Parce que la pente est calculée en fonction effectivement du poids de l'unité de charge. Donc, fatalement, si vous mixez des 400 kg avec des 1200 kg, il est très possible que les palettes de 400 kg ne descendent pas correctement. Mais l'avantage que ça peut avoir, effectivement, c'est effectivement d'avoir un FIFO respecté, c'est on peut avoir un accès direct à chaque niveau. Contrairement à certains systèmes de rayonnage par accumulation, vous rentrez directement dans le rayonnage pour pouvoir stocker une référence sur un couloir. Là, on peut imaginer, effectivement, là, sur la photo, effectivement, vous avez 3 ou 4 nappes. On peut avoir des produits différents par niveau. Vous avez quand même des choses à prendre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, selon le palette que vous allez mettre en profondeur et le poids global que vous allez avoir par nappe, il est souvent préférable de faire un système de blocage de seconde palette pour que le chariot élévateur ne subisse pas la poussée de la totalité de la charge lorsqu'il va revenir retirer la première palette. Vous pouvez déplacer le slide, s'il vous plaît. Oui. Vous me dites. Je descends, vous me dites. Oui, du coup, on voit que ça fait quand même des gros ensemblations. Vraiment. Là, on peut équiper effectivement des bâtiments. On a là sur cette configuration-là, vous êtes réellement en FIFO, on charge, on réceptionne de l'autre côté, mais on peut avoir, comme je vous disais tout à l'heure, sur le slide précédent, où on est contre un mur et effectivement on fait un système de pushback chariot où vous venez réceptionner, vous venez pousser, vous rentrez, vous sortez vos palettes du même côté et vous venez pousser vos palettes les unes après les autres et lorsque vous les retirez, grâce à la pente, les palettes suivantes reviennent effectivement en façade. Ça permet de gagner du temps. Vous ne rentrez pas dans le rayonnage, vous récupérez toujours en façade vos produits. D'accord. Donc, ça marche dans les deux sens en fait. Ça marche effectivement. Alors, soit effectivement, vous avez une pente, vous chargez d'un côté et la palette descend de l'autre côté. Donc là, vous faites réellement un FIFO. Soit vous êtes contre un mur, on accumule 5-6 palettes et vous venez les pousser les unes après les autres. Lorsque vous le retirez, effectivement, là, par contre, la dernière chargée sera toujours la première sortie. Et ce n'est pas du FIFO. Mais ça permet effectivement, l'avantage que ça peut avoir, c'est quand même, vous avez sur un nombre de mètres carrés de votre entrepôt, on peut accumuler 3, 4, 5, 6 palettes en profondeur. On peut, sur une même surface, alors que sur le papier conventionnel, vous allez avoir une palette, une allée effectivement de circulation et après un rayonnage recto-verso. Donc là, ça permet de densifier votre stockage. D'accord. Ok, là on voit d'autres exemples avec des sacs et tout en big bag. On peut effectivement, à partir du moment où l'unité de charge est en bon état,
on peut très bien effectivement faire du stockage de big bag. Bon, il faudra effectivement prendre en considération les largeurs de couloir pour les big bags qui sont évidemment avec des formes un peu arrondies, mais tout est possible en fait. Ce qui est important, c'est l'unité, effectivement, que la palette en elle-même soit de bon état et prévue pour recevoir la charge. Ok. Bien. Très bien, très bien. Du coup, alors, on n'a pas vos coordonnées, mais du coup, ce que je ferai, c'est que je vais les partager quand même. N'hésitez pas. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que vous allez les partager directement dans le chat. Comme ça, les gens pourront avoir vos coordonnées, puisqu'on ne les a pas du coup forcément sur les plaquettes là qu'on défile. Mais si ça intéresse des gens, au moins comme ça, on les aura. Et puis, nous, on les rajoutera en post-traitement directement dans le replay du webinaire, si vous voulez bien. Oui, donc moi, je suis donc Monsieur Vedi, VEDI, Michael. Oui. Ouais. Je vous laisse effectivement mon adresse mail. Donc, c'est mvedi@mecalux.com. Et je vous enverrai les catalogues où je pourrai effectivement vous renseigner si vous avez des questions supplémentaires. Ok, super. N'hésitez pas, voilà, je vous dis à mettre dans la partie questions-réponses ou dans le chat. Comme ça, vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre mail, vous mettez tout ça bien. Et comme ça, on les verra passer. Écoutez, super. Merci beaucoup, Monsieur Vedi. Merci à vous, parce qu'en plus, on vous a pris, pour le coup, vous avez remplacé votre collègue au pied levé, donc du coup, ce n'était pas forcément évident pour vous. Donc, en tout cas, un grand merci. Je vais passer du coup, merci. Je vais passer du coup maintenant la parole à Interroll, notre qui va nous donner du coup lui une partie plus automatisée du coup en tout cas plus automatisée, même si c'est une autre forme d'automatisme qu'on a vu là et plus mécanique, mais qui est intéressant pour d'autres applications. Donc pour compléter du coup un peu ce discours, on va laisser la main. Alors normalement, vous avez la main, du coup, directement, messieurs. Je ne sais pas lequel des deux prend la main. Oui, alors, Patrice Guédelou, je vais… Ok, ça marche. Alors, je quitte mon partage, moi. S'il vous plaît. Yes. Et là, du coup, vous avez la main. Alors, partager. Vous devriez voir notre écran arriver. On le voit. Je vais juste me mettre… plein écran et puis on sera parfait. En diaporama. Voilà, c'est nickel. Voilà. C'est bon? Vous avez tout à l'écran? Ouais, c'est parfait. Merci. Ok, bon, je laisse la main à mon collègue Antonino sur les 2-3 premiers slides et je prendrai le relais après plus sur l'aspect technique. Ok, très bien. Merci à vous. Bonjour, Antonino Cama. Donc, je suis directeur des ventes de la société Interroll et on va vous présenter avec Patrice Guézelou, qui est expert stockage dynamique chez Interroll France. On va commencer par présenter notre société. Donc, Interroll, c'est un groupe mondial de solutions pour la manutention de marchandises. Notre siège social est en Suisse et nous avons 16 usines de production réparties en Europe, en Amérique et en Asie. Nous avons 2400 employés et nous faisons un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et nous avons été créés en 1959. Interroll, ce n'est pas que du stockage dynamique. On a plusieurs activités. Donc, l'activité composant, c'est-à-dire la fabrication des rouleaux moteurs et tambons moteurs. La division module, qui comprend la fabrication des modules de convoyeurs carton et pour charge légère, en carton et box, carton jusqu'à 150 kg. Module de convoyeur palette, donc pour des charges de 1 tonne, et module trieur qui permet donc de trier des colis jusqu'à des capacités de 15 000 colis à l'heure. Et la division stockage qui est située au niveau en Europe, à la fabrication à La Roche-sur-Yon en France. Et dans cette catégorie de produits, nous avons le stockage dynamique carton et le dynamique carton et le dynamique palette, excusez-moi. Donc voilà pour la partie présentation de notre société. Je laisse la main à Patrice.
pour présenter spécifiquement la gamme dynamique, palette et carton. Patrice, je te laisse la main. Je pense qu'il a dû laisser. Ouais, c'est bon, il est là. Voilà. Comme disait Antonino, cette gamme stockage et dynamique est fabriquée à La Roche-sur-Yon, en Vendée, où d'ailleurs nous disposons pas qu'un outil de production, nous disposons également d'un centre de test qui est extrêmement apprécié par les clients. Parce que le dynamique, comme je vais vous l'expliquer après, est relativement simple parce que nous utilisons la gravité, mais il y a quand même des pièges suivant la tenue, la stabilité de la charge, la nature de la palette, de la qualité de la palette, la qualité du carton, du bac, de leur fond, c'est rigide, pas rigide. Et nous disposons donc de bandes tests de différentes configurations pour tester les produits au mieux et essayer de définir la combinaison, la solution la plus adaptée, avec également un test possible dans le négatif parce que nous disposons d'une chambre descendant jusqu'à moins 28 qui, bien sûr, de par la température, rend un petit peu plus délicat le stockage, l'utilisation du stockage. Alors, sur ce slide-là, vous voyez une présentation générale où les domaines, je dirais, d'utilisation où l'on peut trouver du stockage dynamique, dans ce qu'on appelle, nous, des buffers. Les buffers, ce sont des stocks tampons au cœur d'une usine, d'un process. Vous avez une activité picking qui se rapproche, elle, plus de la préparation de commandes, qui peut être faite directement, comme l'expliquait M. Védy de Mecalux, sur du dynamique colis, carton, ou directement fait sur de la palette. Un stockage un peu plus général, qu'on va dire de masse, qui permet de massifier et d'utiliser le bâtiment au mieux. Et puis, une zone très tendance dans le moment, liée à l'automatisation, c'est tout ce qui est zone d'expédition, c'est-à-dire les couloirs qui se retrouvent au plus près du chargement camion avant expédition. Alors, deux grandes familles dans le stockage dynamique. Le stockage dit léger, qui concerne les bacs et les cartons. Pour cela, nous avons deux produits. Le meuble appelé Carton Wheel Flow, donc qui est un cadre dynamique colis avec des rails. Particularité de ce matériel, c'est un produit qui est fabriqué à la dimension, c'est-à-dire qu'on va le fabriquer au millimètre, aussi bien en façade qu'en profondeur, pour bien sûr s'adapter et répondre aux dimensions de la structure porteuse qui est le rack sur lequel va venir se fixer ce cadre, et pour répondre également à un certain nombre de colis souhaités, nombre de colis en façade, tant en profondeur, ça nous permet de définir un format. Et ce cadre-là est à monter et livré, bien sûr, vu les différents formats, en pièces détachées, est à monter, à assembler sur une structure porteuse. Pour la notion d'accessibilité et visibilité du produit, on est sur quelque chose de très simple dans le sens où on utilise la gravité, c'est-à-dire que les nappes dynamiques sont disposées avec une pente. Ça permet d'avoir un facing automatique côté opérateur des colis, de toujours avoir un colis en attente de prélèvement par les opérateurs. Ce facing automatique permet aussi et cette disposition de colis en façade permet de réduire les erreurs de picking, ne serait-ce que visuellement. Et d'un autre aspect visuel, représenté par cette photo, vous avez des colis, il n'y en a pas à côté, ça monte, les trous montent quelque part, donne une information sur une présence colis ou pas. Ces meubles-là sont utilisables dans les deux modes, FIFO, chargement à l'arrière, reprise en façade, LIFO, je charge et je décharge de la même face. Pour la notion d'ergonomie également, ces produits-là sont proposés avec différentes options. Ces options sont principalement au niveau de la sortie du cadre. Soit on a du présentoir, soit on n'en a pas.
L'intérêt des présentoirs est directement lié au type de prélèvement qu'on va faire. Si vous faites un enlèvement d'un colis complet, on sera plutôt sur ce genre de produit. Si vous êtes sur du prélèvement dans le colis, le fait d'avoir le colis ouvert sur un plan incliné, c'est plus facile pour l'opérateur de venir faire un prélèvement article dans le colis. L'intérêt également de ces présentoirs permet, en termes d'ergonomie, d'adapter les hauteurs et pour les opérateurs. Donc voilà pour la partie carton flow. En opposition, ou du moins en produit complémentaire au carton de Milflow, nous avons le VersiFlow. Alors le VersiFlow, c'est un petit peu différent. C'est un produit qui est plus adapté pour des produits divers. Autant sur le carton de flow, ici, nous étions sur du produit fond plat. Sur le VersiFlow, il va plutôt accepter des produits et des fonds divers, des fonds nervurés, des cartons pas nécessairement rigides, des packs d'eau et des retraits, des emballages plastiques. Ces formes diverses sont acceptées par le design et la technologie des galets que nous avons dessus. À la différence également du carton flow, c'est que ces produits arrivent montés. Ce sont des modules fabriqués à la longueur, qui est directement à l'usine, avec les galets, les longerons extérieurs et les étriers de dépose. Ça permet donc très rapidement à un client final de transformer un rack statique, sur lequel il a par exemple un plâtrage bois ou un plateau fil. En décalant uniquement ses lisses, il peut directement poser des modules en lieu et place et rendre son niveau statique en dynamique. Donc ça, c'est une particularité notamment pour des notions de saison ou autres, pour des opérations ponctuelles de pointe, de fabrication ou autre, d'avoir à rendre du statique dynamique, toujours dans l'idée d'apporter les produits en facing et en faciliter les prélèvements pour les opérateurs. Dans la deuxième famille de stockage que nous avons évoquée, nous avons donc la famille dite lourd, donc qui se rattache plus à de la palette, à du conteneur, de la palette bois, plastique, éventuellement du conteneur métallique également, avec certaines contraintes de niveau du design, mais on a des solutions là-dessus. Donc, deux gros types, je dirais, soit sur du rack. Alors, l'intérêt d'être sur du rack, c'est que on va optimiser les gains de place, c'est-à-dire qu'on va venir créer des niveaux, superposer les couches pour optimiser, donc aller chercher sous la hauteur de plafond à une surface donnée, on va élever au maximum de niveau pour utiliser la hauteur du bâtiment. Donc ça, c'est un premier point. Et on vient également massifier, c'est-à-dire qu'on vient tout rassembler sur une face, sur une hauteur et sur une profondeur. On va massifier le stock par rapport, par exemple, et réduire donc le nombre d'allées qu'on a à faire quand on est sur du rack statique pour sillonner, aller chercher une palette à un endroit, l'allée numéro 2, l'allée 25, et ainsi de suite. On vient, par ce matériel-là, est parfaitement, comment dirais-je, sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on vient, quelque part, le bloc dynamique va créer une barrière naturelle entre la dépose et la reprise. Donc, on va limiter énormément les croisements d'engins dans les allées, donc réduire les risques d'accident. Et le meuble, en effet, donc, fait office de barrière. Donc ça, c'est un point très, très important dans le cadre de manutention à forte rotation. Et l'autre intérêt, c'est que nous sommes sur la gravité, donc zéro énergie, aucune assistance électrique, pneumatique, hydraulique ou autre. On dépose, on utilise uniquement la pente pour faire descendre nos produits. Dans le même esprit, et plus rattaché quand même à une activité, ce que nous on appelle le dispatch, c'est-à-dire proche des expéditions, ce sont des rampes gravitaires à même le sol, donc sur un seul niveau, qui permettent d'accumuler toujours en mode FIFO des palettes avec un engin de récupération qui est très proche du quai et pour le chargement. Donc, une fois encore, on réduit les déplacements que vous pouvez imaginer entre un rack statique, descendre la palette, aller la chercher à l'allée et l'amener au camion. Là, la palette est à dispo en attente et le cariste, il a 5 mètres de quai à faire pour charger au camion. Donc, ça, c'est un premier point important. Par cet outillage-là, on vient augmenter les cadences parce que du coup, la disponibilité de la palette, le temps qu'il aille la changer, la deuxième arrive en attente derrière et ainsi de suite. Donc, le cariste ne fait plus que des mouvements et des déplacements très courts.
Et puis ce matériel-là est aujourd'hui très développé et se développe de plus en plus avec des interfaces côté chargement principalement, voire de l'AGV ou de ce que nous on appelle les transferts cartes, de la navette. Alors, pour entrer un petit peu dans la technique sur ces produits-là, il y a deux choses importantes sur un couloir dynamique, c'est-à-dire que nous avons d'un côté un séparateur qui permet de séparer la palette 1 de tout le train et également des freins magnétiques sur toute la longueur pour contenir l'inertie de la palette. Comme je vous l'ai expliqué, on utilise la gravité et du coup, on fait descendre une palette, donc une fois qu'elle est partie, il faut la maîtriser. Alors, au niveau de la séparation, nous avons un séparateur qui est équipé d'un timer qui nous donne du confort. On a une tempo en bas de ligne qui permet au cariste de retirer la palette. Il dispose entre 10 et 15 secondes pour extraire sa palette, ce qui lui permet avant que l'arrière se débloque, ce qui lui donne du confort dans les manutentions, surtout quand on est en hauteur où les temps d'approche et de visibilité ne sont pas toujours... c'est pas toujours très facile, donc ça demande un peu plus de temps. La notion de reprise de palette est également facilitée parce que le fait d'avoir un timer et un blocage de notre commande de séparateur permet à l'opérateur de lever franchement sa palette pour se dégager suffisamment, correctement et bien par rapport à la butée et sortir avec beaucoup plus d'aisance, c'est-à-dire c'est du confort pour lui. Et la notion d'accumulation sécurisée, parce que nous disposons d'un séparateur dit indirect qui permet de forte accumulation. Alors, une petite vidéo qui va vous montrer le fonctionnement. Alors, donc, ici, nous pouvons avoir des charges allant en niveau séparation de 60 à 1200 kg. On peut accumuler jusqu'à 20 tonnes et le séparateur fonctionne ainsi. Le cariste lève la première palette, il n'a pas de restriction de lever, donc c'est confortable. Il a 20 secondes devant lui, il peut lever franchement. Alors bien sûr, il est limité par le niveau de la couche supérieure, mais il y a un jeu fonctionnel dans le rack qui le permet. Et il a largement le temps de sortir sa palette tranquillement, sans que rien ne se passe ici. Pendant ce temps-là, il y a un petit timer qui travaille, qui dure entre 10 et 20 secondes, et qui va déverrouiller la commande de séparateur, et la palette va pouvoir descendre, et à nouveau actionner la commande et lever la butée de séparation. Donc ça, c'est un fonctionnement matériel éprouvé et qui donne vraiment du confort en utilisation. C'est un organe mécanique, encore une fois sans énergie. Pour le frein magnétique, les couloirs, comme je disais, vous avez des palettes qui vont avoir des charges allant de 200, 300, 500 jusqu'à 1500 kg. On accepte par la technologie de nos freins, ils sont étagés pour supporter des charges allant de 25 à 1250 kg. C'est-à-dire que nous, on peut se permettre d'avoir dans un couloir une variation de charge de palette, de rapport de 1 à 6, voire même maintenant on tolère jusqu'à 1 à 10. C'est-à-dire que je peux donc avoir une palette de 100 kg et une palette de 1000 dans le même couloir. La particularité de ces freins, bon, c'est un matériel, ce frein est breveté, matériel breveté Interroll, et surtout parce qu'il y a une technologie de frein magnétique à l'intérieur, comparé à un produit que nous avions avant qui était un frein mécanique, qui était un système de mâchoire qui n'est freiné avec des échauffements. Ici, nous avons un système d'électroaimant. Juste visionner la petite vidéo pour illustrer. Donc, ces organes de régulation de vitesse, ce ne sont pas des freins de parking, hein, ce sont des régulateurs de vitesse qui ont là un but de contenir l'inertie de la palette à 0,3 m/s pour qu'elle descende du point A au point B en toute sécurité. Le rouleau, il est entraîné en rotation. Charge. Pardon ? Quelle que soit la charge. Et quelle que soit la charge, oui. Le rouleau est entraîné en rotation avec l'inertie de la palette. Plus le rouleau va vouloir tendre vite, nous avons à l'intérieur un système de billes qui s'écarte avec la force centrifuge et qui déplace une bague cuivre qui vient se positionner sur les éléments verts et rouges qui sont des électroaimants. Et ça génère un champ magnétique qui assure le freinage. Alors l'intérêt de ce produit-là, c'est que, je vous expliquais, on varie des plages très fortes, de 25 à 1250 kg. C'est-à-dire qu'on pourrait se permettre d'avoir une palette seule, nue, non chargée dans un couloir, hein, qui est donnée à peu près à 25 kg, une palette euro. Et puis, on a des cadences
on continue à 60 palettes à l'heure et on monte en pic jusqu'à 90 palettes à l'heure, dû notamment au faible échauffement que nous avons dans notre système de freinage. Particularité également, c'est que ça marche en LIFO comme en FIFO. Donc voilà pour la partie, je dirais, assez technique. Désolé, je vais réactiver. Alors bon. Ces blocs solutions dynamiques, je laisse Antonio reprendre la main, sont aujourd'hui couplés à des solutions automatiques. C'est vrai que la demande d'automatisation est de plus en plus importante. Donc, on a pu associer un stockage dynamique gravitaire, donc sans électricité, à un système d'automatisation. Donc, on a deux solutions pour pouvoir associer le dynamique palette. On peut l'associer à un transstocker ou l'associer à une navette. Donc, le transstocker, nous, c'est un système, un transstocker compact. On peut monter jusque 12 mètres. Un système qui embarque un convoyeur motorisé et non pas des fourches. Et ce qui permet, vu la hauteur et la légèreté du système, d'aller jusqu'à une manutention de 100 palettes à l'heure. Et pour la navette, donc un système qui peut déplacer donc des palettes au sol et permettre de l'associer à un dynamique palette en double sens, donc en entrée ou en sortie. Et on peut monter jusque 3 mètres secondes avec une charge d'une tonne sur cette navette et aller jusqu'à 95 mètres. Et ces convoyeurs qui sont sur le transstocker ou sur la navette, donc sont des convoyeurs à rouleau et ils sont inclinables avec une pente de 3 à 4% pour soit déposer la palette ou reprendre la palette dans un stockage dynamique. Donc là, on va vous montrer une vidéo qui permet de bien comprendre le fonctionnement de la navette et du transstocker. Ok. Alors, sur cette vidéo, bon, je la couperai si vous voulez à plusieurs endroits, ça dure même 2 petites minutes. Donc, une solution générale, d'abord une vue générale de tout ce qu'on peut retrouver en amont de convoyeurs motorisés palettes, donc d'un îlot de production, de robotisation, du transfert, de l'envoi de palettes d'un îlot à autre, enfin, différents cheminements possibles. Convoyeur à rouleau, convoyeur à chaîne. Voilà. Là, vous voyez par exemple une navette qui vient chercher une palette. Cette navette-là rouille sur un râle au sol et peut venir alimenter des couloirs gravitaires au sol. Bon, là, ils sont représentés sur une structure porteuse. On peut revenir juste en arrière un peu. Ils sont présentés sur une... Voilà. Donc, vous avez la navette qui vient alimenter des couloirs au sol. Je parlais tout à l'heure des couloirs au sol dans la gamme palette, utilisés près des quais d'expédition. Ça peut être ce schéma-là. Au lieu d'avoir un opérateur qui vient charger les rampes gravitaires, ça peut être une navette ou un AGV qui vient quelque part en automatique alimenter les couloirs. Ici, vous avez un transstocker qui vient côté reprendre la palette et qui peut venir l'alimenter avec la particularité, je ne sais pas si vous l'avez vu, que en approche, qu'il y a un tout petit peu, voilà, le TK prend la palette et là vous avez une inclinaison qui se prépare. Donc comme disait Antonino, c'est une table embarquée motorisée qui a la particularité de pouvoir s'incliner et de venir présenter au mieux la palette par rapport à la pente du gravitaire. Donc, dans son déplacement, il y a l'inclinaison. Dans l'approche du couloir, il y a ensuite comment dirais-je, un auto-centrage pour bien présenter la palette, un checking de la palette en termes de dimension et de position, parce que c'est important de la faire rentrer centrée, parce qu'encore une fois, lorsqu'on descend, il n'y a plus d'intervention humaine. Ici, c'est centré avec un système laser qui permet de centrer la palette au mieux sur les voies de dynamique. Voilà.
Ici, vous avez tous les petits ronds jaunes qui représentent nos fameux freins magnétiques, qui sont disposés minimum un frein par zone palette pour garantir cette vitesse linéaire contrôlée, maîtrisée à un maximum de 0,3 m/s pour que la palette descende tranquillement, sans accélération, qu'elle arrive suffisamment vite pour actionner le séparateur de commande et créer ici la séparation pour pouvoir être reprise de l'autre côté. Donc ça, c'est important en nombre de freins en termes de sécurité. Donc là, on voit revenir un petit peu en arrière, le TK qui vient alors côté reprise. Donc on est, vous voyez, la pente est dans ce sens-là. Le TK, lui, il arrive, il va se préparer à venir sortir la palette de façon automatique. Donc il se présente en face. Pour cela, on sent... Je suis désolé. J'espère retrouver à peu près la bonne page. Non, je suis allé trop loin. Un peu plus loin, un peu moins loin. C'était juste avant que je voulais vous montrer. On dispose ici d'un actionneur électrique qui est embarqué, qui permet de déverrouiller automatiquement la butée en façade. Et le verrouillage se refait en automatique derrière. Et là, le transstocker peut repartir, distribuer éventuellement sur une rampe gravitaire qui peuvent être reprises en traditionnel avec un cariste, un chariot, un transpal embarqué et directement chargé dans les camions. Alors, ce qui différencie notre transstocker, c'est que nous sommes sur une solution avec table motorisée à rouleau et non une solution à fourche qu'on peut retrouver aujourd'hui dans pas mal d'applications. Donc, c'est vraiment dédié au stockage dynamique. Sinon, à fourche, c'est vraiment sur un stockage statique. Là, on a une solution associant les convoyeurs palettes, le transstocker et le dynamique. Alors, si vous avez des applications qui ne nécessitent pas un transstocker, ça fonctionne avec des chariots, avec des transpalettes, mais c'est vraiment dans le but d'automatiser le stockage dynamique, qui est un système qui est assez simple. Il n'y a pas d'économique, parce que c'est vrai qu'un module de dynamique, comparé à un stockage motorisé, enfin avec des convoyeurs motorisés ou des transstockers à fourche, vous êtes sur des solutions plus économiques. Et ça garde toujours l'avantage de massifier le stockage pour réduire l'emplacement au sol. C'est des solutions qui permettent d'associer une technologie mécanique et gravitaire pour réduire en fait le coût total. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la technologie ou sur le fonctionnement de ces produits ou sur Interroll en général. C'était quand même assez clair. Enfin, la vidéo illustre assez bien vos propos finalement. Donc, non, c'était vraiment pas mal. Non, moi, en tout cas, moi, je trouvais que c'était intéressant finalement, puisqu'on ça complétait bien le discours avant de M. Veli sur la partie Mécalux, qui du coup est sur une partie beaucoup plus mécanisée de la chose, qui pourra finalement répondre à des besoins, et vous arrivez sur cette, je dirais sur cette partie, mais complétée par un niveau d'automatisme qui permet de laisser gérer ça tout seul, ou vous pouvez compléter la gamme, je dirais, classique qu'on voyait précédemment, quoi. Donc c'est ça qui était intéressant. Et après, on voyait la partie stockage dynamique, mais sur armoire plutôt pour des petites pièces, avec la formation MIPI. Donc je pense qu'on a fait le tour, et je vois qu'on n'a pas de questions dans la partie chat. Oui, on a bien vos coordonnées du coup sur cette slide là, c'est parfait. Si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas, parce que c'est le moment. On va bientôt clôturer ce temps d'échange. Même si vous voulez intervenir à l'oral, il n'y a pas de souci pour ça. Donc allez-y. Donc voilà. Sinon, écoutez, déjà, je vais commencer par vous remercier tous nos intervenants. Donc, merci Julien pour cette introduction. Merci Stéphane et Xavier
de la Fondation MIP pour leur présentation de leur sujet et de leurs solutions mises en place. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Merci à vous, M. Védy, parce que c'était particulier en plus pour vous, du coup, sur la présentation. Et un grand merci à vous deux. Attendez, pardon, oui, de Patrice et Antonino, voilà, non, Antonio, non, il ne faut pas que je me trompe, c'est Antonino. C'est pas grave. Donc voilà, et donc, écoutez, je vois qu'on n'a pas de questions, je vois qu'on est dans le timing, on est plutôt bien. Donc vous retrouverez ce webinaire très bientôt, je pense, sur notre page YouTube et prochainement sur le site directement d'IDForecast pour avoir le replay et du coup avoir toutes les coordonnées de tout le monde. Donc si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous. Hop, oui, ok, merci à vous, même tardif. Et donc voilà, écoutez, merci encore à tous. Je vous souhaite à tous un excellent grand week-end de Pâques, une bonne organisation à vous avec les nouvelles mesures qui sont arrivées hier soir, qui visiblement ne sont pas un poisson d'avril. Donc du coup, je vous souhaite à tous de bien réussir à vous organiser et puis de gérer vos enfants comme vous pouvez, gérer aussi vos relations avec vos fournisseurs et vos clients tant bien que mal. Donc voilà, merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À bientôt. De même, merci, au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah.